Avant de laisser la parole à Elena, qui, durant tout ce cycle, va vous présenter une découverte que j'estime essentielle autour de ce projet d'Eisenstein lié au capital, puisqu'elle a découvert des matériaux orgali, le orgali étant l'archive principale d'Eisenstein à Moscou, archive de littérature et d'art. Et ce qu'elle en a découvert permet de réévaluer complètement ce projet absolument mythique. Donc, avant de lui laisser la parole, je voudrais simplement vous présenter ce projet du capital, puisque peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas encore, et puis aussi montrer l'état des lieux par rapport à ce projet avant les découvertes d'Elena. Un état des lieux aussi bien scientifique qu'iconographique, puisque le projet d'Eisenstein a suscité énormément d'interprétations de la part des artistes. Et donc, si le projet lui-même n'a pas donné de film de la part d'Eisenstein, il a en revanche engendré un grand nombre d'images. Vous le savez probablement, Eisenstein est un artiste de l'inachèvement. Qu'il s'agisse de ses films comme de ses écrits théoriques, une très grande partie de son œuvre est paradoxalement constituée de projets avortés, une sorte de part maudite qui hante et innerve tout le reste de sa production. Et cet inachèvement, cet état d'ébauche, s'explique en raison bien sûr de facteurs externes tels que la censure, l'incompréhension des producteurs, mais aussi de facteurs internes. D'une part, l'aspiration utopique d'Eisenstein à créer un cinéma totalement neuf, en permanence repensé, réélaboré, son ambition d'établir des systèmes théoriques totalisants, sa manière d'écrire et de penser par association et digression, et puis bien sûr son exigence extrême à l'égard de lui-même, tous motifs qui donc peuvent expliquer cette tendance à ne pas achever certaines de ses entreprises. Alors depuis une décennie, un certain nombre de chercheurs, dont Elena, se sont efforcés de publier des matériaux inédits relatifs à ces projets inachevés. Et ce sont des matériaux qui posent un très grand nombre de problèmes. D'une part parce qu'ils sont rédigés en plusieurs langues, à la fois russe bien entendu, mais aussi anglais, allemand, français, espagnol, qu'ils sont truffés de références et de mentions qui peuvent être parfois hermétiques, surtout que ce sont des références qui puisent à des horizons extrêmement variés. Même au niveau de matériel, ce n'est pas toujours évident de déchiffrer la graphie quelquefois cryptique d'Eisenstein, sans parler du fait que ces manuscrits de travail vont souvent se déployer dans de nombreux sens de lecture. Et donc, c'est évidemment des projets qui posent beaucoup de questionnements. Et autant on a un certain nombre de travaux qui ont été consacrés à méthode et à montage, de projets absolument capitaux théoriques d'Eisenstein, autant l'édition des matériaux relatifs à ces projets de films avortés est moins fréquente. Et donc, parmi ces projets de films avortés, nous allons parler durant tout ce cycle de ce film d'Eisenstein, ce projet d'écranisation, comme il le disait, du capital. Une entreprise qui, déjà dans son titre, suggère son caractère audacieux. Et donc, cette entreprise extrêmement audacieuse n'a cessé de fasciner et de hanter les intellectuels, les cinéastes, au point de devenir un véritable projet mythique. Donc je ne sais pas à quel point ici vous êtes familier avec ce projet d'Eisenstein du capital. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle Oui, d'accord. Donc je ne vais pas trop empiéter évidemment sur ce que va dire Elena, mais il faut donc présenter de manière générale ce projet. Donc c'est un projet auquel Eisenstein pense essentiellement lorsqu'il est en train de travailler à son film Octobre. Et il conçoit alors un nouveau projet extrêmement ambitieux, la transposition en images au cinéma du Capital de Marx. Et c'est évidemment un défi, ne serait-ce que parce que le texte de Marx était évidemment extrêmement complexe. Et puis surtout, puisque à ce moment-là, le cinéma est encore à ses balbutiements en termes de conceptualité, le genre de l'essai cinématographique est à ses tout débuts. Et Eisenstein souhaite précisément s'aventurer dans ces contrées-là. Il souhaite, avec essentiellement le projet du Capital, inaugurer une nouvelle ère pour le cinéma, celle d'un cinéma capable de philosopher ou d'induire les spectateurs à la philosophie.
Donc Eisenstein, ce sont ses termes, il aspire à l'avènement d'un cinéma traité, d'un cinéma intellectuel, qu'il a déjà commencé à explorer dans son film Octobre, mais ça on y reviendra avec notamment la séquence des dieux lors de la 3e séance de ce cycle. Et ce cinéma intellectuel donc, doit, pour Eisenstein, être capable de délivrer des thèses, y compris les plus abstraites. Et dans Octobre, notamment, il cherche à illustrer un concept aussi complexe que celui d'athéisme ou en tout cas de divinité creuse de sens. Et donc, dans son journal, il note par exemple à ce propos, en octobre 27, « Nous atteignons déjà ici des perspectives cinématographiques totalement nouvelles et des possibilités se dessinent qui seront approfondies par un prochain travail sur le capital d'après un livret de Karl Marx, Cinéma traité ». Et Eisenstein a bien conscience de la stupéfaction que son entreprise peut provoquer. Et par exemple, il écrit à la fin de l'année 1928 à son fidèle ami, le critique Léon Mosinac, je le cite, « La proclamation de ce que je vais filmer, le Capital de Marx, n'est aucunement un truc de réclame. » Donc pour Eisenstein, et Elena y reviendra plus précisément, un tel cinéma doit permettre de revisiter de fond en comble, de repenser complètement les notions d'intrigue, de sujet, de construction narrative. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler pour ce projet-là d'un désir d'adaptation, puisqu'il n'est nullement question pour Eisenstein de transposer à l'écran l'intégralité du texte de Marx, ainsi qu'il le dit lui-même. Il existe une infinité de thèmes possibles pour filmer le capital, le prix, les bénéfices, la rente. Pour nous, le thème, c'est la méthode de Marx, et ce terme de méthode va être évidemment clé pour nous tout au long de ce cycle. Car en effet, il s'agit bien de méthode. Ce que Eisenstein veut, c'est apprendre à l'ouvrier à penser dialectiquement. Là encore, ce sont ces expressions que je cite. Et pour cela, il envisage de mettre au point une nouvelle méthode filmique qui serait inspirée par le principe associatif de l'Ulysses de Joyce. Je le cite, « Le cinéma ancien filmait un événement à partir de différents points de vue. Le nouveau obtient un point de vue à partir d'une multitude d'événements. » Et donc, cela, évidemment, contribue à cette part absolument visionnaire et fascinante du projet. C'est que non seulement Marx est convoqué, mais également, et ce n'est pas pour alléger la tâche d'Eisenstein, Joyce, puisqu'il cherche notamment à transposer ou à trouver les équivalents des procédés littéraires de Joyce au cinéma, et plus précisément le procédé du monologue intérieur qui le fascine au plus haut point. Alors, ces notes pour le projet s'apparentent à un véritable collage, montage de différentes images, situations, motifs et réflexions, le tout constituant un ensemble que l'on peut qualifier de kaléidoscopique sans réelle trame narrative. Puisqu'Eisenstein, précisément, y explore ce principe de la multitude d'événements qui, par leur accumulation et leur superposition, doivent engendrer un concept chez le spectateur. Et par définition, un tel principe peut toujours appeler de nouvelles variantes, de nouvelles combinaisons. Et c'est ce qui va très bien se traduire et apparaître dans les notes d'Eisenstein. On a affaire véritablement à une accumulation de pistes possibles sans qu'il ne tranche réellement en faveur de l'une ou de l'autre. Donc ce matériau, ça va être aussi absolument central dans notre propos, ça s'apparente à un véritable work in progress, un ensemble de pistes à explorer, à affiner, à écarter. Et c'est aussi sans doute cette masse de possibles qui explique l'échec du projet, puisqu'il était impossible finalement de clore une telle aventure intellectuelle. Et puis, cet aspect non achevé, toujours en progrès des notes, traduit de manière plus positive un trait constitutif du projet et de la réflexion d'Eisenstein sur le capital, à savoir qu'il s'agit d'un projet qui doit toujours être capable de se métamorphoser à nouveau. Et cette notion de métamorphose, Elena va longuement y insister. L'importance que ce projet revêt aux yeux d'Eisenstein transparaît également dans le fait qu'il contamine d'autres projets qui sont contemporains du projet sur le capital, des projets dont il va s'inspirer également en retour, et notamment
un projet qui est très important, c'est celui de livre sphérique, puisque ce serait, d'après Eisenstein, un livre permettant une infinité de combinaisons et d'associations, qui seraient toutes aussi valables les unes que les autres. Et c'est un livre dans lequel on pourrait entrer et ressortir par n'importe quel endroit. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le Capital. Autre projet contemporain qui contamine et qui inspire le Capital, c'est son projet de film Glass House, qui est un projet tout aussi ambitieux, qui, là je résume très brièvement, puisqu'Elena va y revenir, c'est un film qui aurait dû se dérouler dans une structure entièrement transparente et qui aurait dû instaurer, d'après Eisenstein, un cinéma d'apesanteur. Et donc dans ses notes pour Glass House, Eisenstein mentionne très régulièrement le Capital, et inversement, de sorte que ces deux projets sont vraiment organiquement liés. Enfin, et ça c'est aussi une caractéristique sur laquelle Elena insiste beaucoup, c'est que les notes d'Eisenstein pour le Capital, dans les archives, font partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qui comprend aussi les journaux personnels d'Eisenstein. Et du coup, mais ça c'est aussi quelque chose qui est récurrent chez lui, on a une forme d'indistinction entre la sphère de travail et la sphère intime. Et cela, évidemment, complexifie le corpus de ce matériau et pose des questions de méthode. Quels matériaux on inclut dans la réflexion sur le Capital par Eisenstein? Où est-ce que commencent véritablement ces notes? Où est-ce qu'elles s'achèvent? Donc ça, c'est des vraies questions méthodologiques sur lesquelles on reviendra également. Voilà, alors maintenant, je voudrais simplement vous présenter rapidement la représentation qu'on avait de ces matériaux d'Eisenstein jusqu'à ce que Elena découvre tous ces nouveaux éléments. Donc, la toute première édition, c'est en 1973, dans la revue russe Искусство Kino, qui expliquait qu'il ne restait du projet d'Eisenstein qu'une vingtaine de feuillets, rédigés entre octobre 1927 et avril 1928, dans une édition établie par Naum Kleiman, grand spécialiste d'Eisenstein et ancien directeur du musée du cinéma. Et donc cette édition comprenait 14 pages, et c'est sur cette édition russe que se sont appuyées les autres éditions dans d'autres langues, que ce soit les éditions italiennes, françaises, anglaises, etc. Alors à chaque fois, ces publications ont fait l'effet de coups de tonnerre. Elles étaient saluées pour leur capacité à enfin un peu éclairer un projet extrêmement énigmatique. Par exemple, lorsque Barthélemy Amengual publie, lorsqu'il découvre les notes d'Eisenstein en italien, il salue cette publication en écrivant que enfin cette publication permet de lever l'énigme. Alors en fait, ces publications ne rendent qu'assez partiellement compte de toute la portée avant-gardiste et expérimentale du projet d'Eisenstein, puisque d'une part, toutes disent qu'on se limite à une quinzaine, vingtaine de feuillets, alors que Elena va vous expliquer que c'est un corpus bien, bien plus volumineux. Et surtout, ce qui est absolument fascinant, c'est que ce qui n'apparaît pas du tout dans ces, ou alors très peu, dans ces différentes publications, c'est que le texte d'Eisenstein se présente comme une forme expérimentale et avant-gardiste, un texte autant à lire qu'à regarder, puisqu'il comprend énormément de matériaux iconographiques. Et c'est vrai que dans les différentes éditions des notes relatives au Capital dont on dispose jusqu'à présent, en fait, on n'a que très peu d'images qui sont fournies et quasiment aucune référence iconographique, alors qu'Eisenstein était réputé pour être un très grand collectionneur d'images, un très grand amateur d'images. Et donc, ces éditions auraient pu laisser penser que c'est un projet qui s'appuyait essentiellement sur du texte. Et alors, dans les quelques cas où il était fait mention des images qui accompagnaient le texte d'Eisenstein, eh bien, ces images n'étaient pas reproduites par les éditeurs. C'est quand même les années 70-80. C'est aussi révélateur par rapport au statut de l'image comme simple document illustratif qui n'aurait pas de valeur en soi, et une conception que l'on est évidemment aujourd'hui amené à complètement réévaluer. Donc, dans la plupart des cas, on va simplement évacuer l'image, ou alors
on va donner des précisions, mais sans fournir d'illustration. Je vous donne simplement un exemple. Dans l'édition d'October, on a Eisenstein qui écrit qu'il voudrait reproduire et inclure à cet endroit du texte une image. Et là, on a la note suivante. L'image provient d'un bulletin de nouvelles qu'on collait sur les murs des usines et dans différents endroits publics. Mais voilà, on n'a pas de contenu iconographique. Ou alors, par exemple, dans l'édition française des notes de 80, on peut lire à l'entrée du 22 avril 28 cette mention-là. Agagnoc numéro 17, 22 avril 1928. Je l'ai prise pour le Capital en général. Et là, on a une note de bas de page qui précise « Coupure de la revue Agagnoc collée dans le cahier ». Et donc, on n'a pas non plus de précision sur cette revue qui était quand même très importante, cette revue illustrée Agagnoc. Et puis, c'est vrai que c'est très frustrant parce que dans cette mention-là, Eisenstein précise bien que ce n'est pas seulement une illustration particulière, mais que cette image d'Agagnoc a même une valeur générale pour l'ensemble de sa réflexion. Donc voilà, on avait affaire, c'était aussi des questions économiques, hein, on ne pouvait pas toujours reproduire ces images, mais on avait affaire à des publications assez frustrantes par rapport à cette question de l'image. Donc, d'une certaine façon, alors oui, et puis alors, il y a aussi des cas encore plus, disons, frustrants et qui peuvent encore plus porter à confusion. Si on prend toujours le cas de October, lorsqu'on avait des images qui étaient reproduites, ce n'étaient pas les images tirées des archives d'Eisenstein, mais des images empruntées au film antérieur d'Eisenstein, par exemple Octobre ou La Grève. Donc ça pouvait laisser entendre que le projet du Capital ne disposait pas de ses propres images, et on va le voir, c'est un contresens total par rapport au projet tel qu'on peut le découvrir aujourd'hui. Donc on peut dire qu'on avait affaire non seulement à un projet de film avorté, invisible, mais que le texte relatif au projet lui-même était en quelque sorte mutilé, resté invisible ou en tout cas mal visible. Et donc cette ruine cinématographique du Capital se doublait en quelque sorte d'une ruine archivistique. Et ce qui est fascinant, c'est que bien que très incomplète, très partielle, eh bien ce texte a tout de même joui d'une productivité, a engendré une productivité importante, puisque, je vais le montrer rapidement, un certain nombre d'artistes et de cinéastes se sont chargés de donner vie à ce projet d'Eisenstein, même si c'est bien souvent, on va le voir, d'une manière paradoxale, impossible. Alors, les tout premiers artistes qui s'emparent du projet d'Eisenstein vont le faire sans s'appuyer sur quelque matériaux que ce soit, ne reposant que sur ce que leur imagination leur suggère quant à la forme et au contenu possible d'un projet aussi ambitieux et devenu mythique. Donc c'est le cas, alors là mon PowerPoint a bougé. Bon, c'est pas grave. Non, je voulais montrer... Voilà. Le cas de l'artiste turc, aujourd'hui malheureusement décédé, Yüksel Arslan, qui avait publié en 1975 un ouvrage illustré intitulé Le Capital, qu'il concevait comme une transcription visuelle des concepts de Marx. Et en introduction à cet ouvrage, Arslan disait s'être inspiré du projet avorté d'Eisenstein. Alors, lui n'avait pas conçu ses illustrations et son livre en réponse aux notes d'Eisenstein, qui n'étaient alors que disponibles qu'en russe. Mais après avoir lu la monographie de Jean Mitry sur Eisenstein, dans laquelle Mitry rapportait que Eisenstein avait le projet de tourner un film d'après le Capital. Et donc Arslan, absolument fasciné par ce détail, avait décidé de tenter à son tour cette aventure de transposition de Marx en images, donc dans différentes, je vous montre ce qu'il appelle des Arthurs. Voilà, donc c'est un très bel ouvrage que vous pouvez consulter par exemple à la BNF si vous le souhaitez. Par la suite, la publication des notes d'Eisenstein sur le Capital en différentes langues, dans les années 70-80, va enflammer les imaginaires, susciter des vocations. Et le tout premier cinéaste à vouloir s'emparer de ce projet, bien que de manière indirecte, c'est Guy Debord. Puisque Debord veut rivaliser avec Eisenstein lorsqu'il adapte au cinéma son livre La Société du spectacle, considérant qu'il a pu alors faire ce que Eisenstein n'avait pas réussi.
En effet, même si Debord entretenait des rapports quelque peu ambigus à l'égard de la production d'Eisenstein, qu'il admirait d'une part en cinéphile, mais auquel il reprochait d'autre part son allégeance à Staline, il était absolument fasciné par cette volonté d'Eisenstein de tourner un film à partir du Capital. Et donc, voilà ce qu'il déclare dans un article où il parle de lui-même à la troisième personne, dans l'article « La pratique de la théorie », je le cite. « On sait qu'Eisenstein souhaitait tourner le Capital. On peut d'ailleurs se demander, vu les conceptions formelles et la soumission politique de ce cinéaste, si son film eût été fidèle au texte de Marx. Nous ne doutons pas de faire mieux. Par exemple, dès que possible, Guy Debord réalisera lui-même une adaptation cinématographique de la société du spectacle qui ne sera certainement pas en deçà de son livre. » Je vous laisse apprécier toute sa modestie. Et à plusieurs reprises, lorsqu'il aura tourné son film, Debord reviendra sur l'accomplissement qu'il estime avoir réalisé, toujours dans cet esprit de rivalité par rapport à Eisenstein, je le cite. « Le livre est dans une large mesure l'équivalent d'un scénario apparemment impossible à transcrire en film, ou encore par exemple dans une lettre à Lebovici en 1974, personne n'a encore compris qu'il s'agissait d'abord, dans ce cas, d'un langage complètement nouveau dans le cinéma, et la suite le prouvera. » Alors, d'autres projets qui vont chercher à donner vie au Capital d'Eisenstein, et cette fois-ci en s'appropriant plus directement ce matériau des notes, soit alors en tentant de faire image à partir du texte d'Eisenstein, soit en utilisant le texte d'Eisenstein comme tel, en l'incorporant comme tel au sein de leur création. Et c'est vrai qu'il est assez frappant, quand on voit ces différents projets, de voir combien le texte d'Eisenstein, sans qu'il ait lui-même engendré de film, se retrouve littéralement cité comme texte par différents projets ultérieurs qui, du coup, en constituent autant d'actualisations que de variantes. Alors la plupart de ces projets, c'est assez symptomatique, voient le jour dans les années 90, soit au moment où l'héritage et la portée de Marx sont profondément remis en question après la chute de l'Union soviétique, notamment avec des ouvrages comme Spectre de Marx de Derrida, publiés en 93. Et c'est précisément en réponse, entre autres, au texte de Derrida que le cinéaste canadien Mark Lewis tourne en 95, Two Impossible Films, son premier film en 1935, qui traite de 2 projets de films avortés, dont celui d'Eisenstein. Et comme le titre d'emblée l'indique, en fait, le film s'attache à mettre en valeur le caractère impossible de ces projets, ce qui passe notamment par un recours extrêmement marqué à l'ellipse. On va retrouver ce même constat, ce même propos d'impossibilité chez le vidéaste canadien Michael Bloom dans son film Wandering Markswords de 1999, que vous pouvez d'ailleurs voir en ligne, ce qui n'est pas le cas du Mark Lewis. Et dans son film, en fait, Bloom explique en préambule qu'il souhaitait réaliser un film d'après le Capital de Marx afin de prouver précisément à quel point Marx était toujours actuel. Mais qu'alors, il a découvert que le seul cinéaste à avoir tenté de le faire était Eisenstein, qu'il n'y est pas parvenu et que, du coup, il ne voyait pas comment il pourrait faire mieux qu'Eisenstein. Et donc, tout au long du film, il dialogue avec ses notes tout en montrant à quel point il serait difficile et impossible de réaliser un film sur un tel thème. Alors c'est peut-être, et même sûrement, avec Alexander Klug qu'on trouve les développements et les métamorphoses les plus intéressantes de ce texte eisensteinien, puisque Klug fait sortir en 2008 cet énorme opus de plusieurs heures intitulé « Nouvelles de l'Antiquité idéologique », Marx, Eisenstein, Das Kapital. Un film extrêmement complexe et très hétérogène qui, à l'image de tout le travail de Klug, s'apparente à un gigantesque travail de montage où il cherche à s'approprier la démesure du projet eisensteinien du Capital tout en l'adaptant à son temps. Et dans le film de Klug, très régulièrement, on voit les notes d'Eisenstein qui apparaissent et qui sont travaillées par ces intertitres qui ont fait la marque de fabrique de Klug.
Bon, je vais passer très rapidement parce qu'il faut qu'on avance. Si vous voulez, de manière informelle, on pourra revenir plus en détail sur ces différents projets, sachant que le film de Kluge a aussi donné lieu à un livre, donc on a aussi tout ce dialogue et cette circulation du texte en passant par le film, en revenant vers le texte. Et que le film de Kluge était une œuvre qui était notamment montrée à la Biennale de Venise de 2015, qui mobilisait beaucoup le nom de Marx et aussi celui d'Eisenstein, et qui d'ailleurs, je vois qu'Antonio Somaini est dans la salle, nous avait donné l'idée de faire tout un cycle autour des relectures précisément du Capital de Marx, et on avait déjà pu accueillir Elena à cette occasion. Alors, c'est quand même pas tout à fait un hasard si Eisenstein et d'autres à sa suite ont cherché à faire image à partir du Capital, puisque je rappelle que le texte de Marx lui-même, qui d'ailleurs lui aussi est inachevé, est un texte qui, par son style, mobilise une rhétorique extrêmement poétique, imagée, nourrie des grands classiques. Et on a quand même un certain nombre de déclarations de cinéastes et d'artistes qui rappellent à quel point ils ont été frappés, non seulement bien sûr par le caractère politique des écrits de Marx, mais aussi par leur qualité poétique. Donc, par exemple, un des contemporains d'Eisenstein, Grigory Kozintsev, qui a travaillé pendant 3 ans un scénario sur le Capital, déclarait que les métaphores de Marx éveillaient en lui des images très précises qui lui parlait énormément en tant que cinéaste. Et de son vivant même, Marx était déjà félicité par ses contemporains par cette qualité d'imagerie puissante de ses idées et de ses écrits. Donc, j'aimerais simplement, pour conclure, avant de passer la parole à Elena, à propos de ce lien qui est déjà présent chez Marx avec l'image, c'est qu'il y a aussi une dimension de l'écriture et de la pensée marxienne qui semble appeler un travail de reconfiguration plastique, puisque, par exemple, si l'on suit son gendre Paul Lafargue, Lafargue admirait la capacité de Marx, en tant que penseur génial, à pouvoir minutieusement dissocier les phénomènes, déconstruire les objets en divers éléments avant de pouvoir le reconstruire, les recomposer magistralement dans tous leurs détails, dans toutes leurs différentes formes de développement, de manière précisément à en faire ressortir l'articulation, l'architecture secrète et interne. Et évidemment, cette description que donne Lafargue appelle nécessairement la question du montage, du remontage, de la dislocation, de l'assemblage, de la dynamique, ce qui nous conduit de manière royale à Eisenstein. Et donc, il est grand temps pour moi de laisser la parole à Elena, que je remercie encore très chaleureusement pour sa présence parmi nous et de bien vouloir nous partager son travail. Merci beaucoup, Ada, pour cette très généreuse introduction. Je remercie beaucoup Ada, toi, pour cette très généreuse introduction, pour cette invitation. Je remercie aussi au programme l'ABEX Transfert de m'avoir ici. Et voilà, malheureusement, j'ai décidé de faire ce cycle de conférences en anglais. Principalement par une raison qui touche aussi ce que je comprends, ce que je veux faire ici. Ce sera une sorte ce cycle me sert une sorte de laboratoire pour justement connecter un livre que je suis en train d'écrire, en train de concevoir, qui bouge encore dans tous les sens, mais qui, j'espère, sortira l'année prochaine chez Diaphanes dans la série Think Art, et qui s'intitule Dance of Values, Sergei Eisenstein's Capital Project. So I will switch into English. I hope it is okay for you. So I understand this lecture is neither as a general introduction into Eisenstein's Capital Project, nor as an overview of his work of the late 20s, let's say. So for me, the cycle serves as a kind of laboratory of close reading and
This is mainly connected to the methods Ada already mentioned, so to work close with archival materials and to derive conclusions or conceptual consequences from them, starting or departing from concrete documents, especially because, as Ada already mentioned, thank you so much, yes, there are many pages. That's why I'm very curious and interested to have a small discussion, a small exchange with you at the end. I will try to leave 20 minutes or 15 to have a feedback. So I'm very interested in your opinion, comments, and critique. So the decision to start with the concrete material rather than from general assumptions or contextual frameworks is dictated by the complexity of this archive itself, its polyphonic and all-embracing nature. Eisenstein himself called this work in progress or his working diaries, I quote, "a jotter for invention of formal things for capital, learning to think and to invent on a new level." And I hope we'll see how madly heterogeneous this archive is. So in light of this methodologically experimental work in progress, I would like to first of all present some general remarks on the title of this lecture cycle. It's once more time to remind you, so Metamorphosis of Values, Eisenstein and the Capital. And then I would like to present you briefly the archival material and start into the first lecture subject. So the question of the metamorphosis of value is essential not only in the context of Eisenstein's Capital, but more generally in the understanding of the afterlife of Marx's legacy in the high capitalist society. And I use here Walter Benjamin's word, Hochkapitalismus. The issue of reading Capital on the level of images implies a revaluation of the concept of value itself in the domain of aesthetics, or aesthesis. Following Eisenstein, one of the most crucial concepts of Marx's Capital, die Wertform, value form, has to be reconsidered not as a quantitative category, but rather as a quality. So value is an irreducible qualitative dimension. The project of a revaluation of value, which aims to uncouple value from quantification, has been undertaken by the French philosopher Raymond Ruyet in his book Le Monde des Valeurs from 1949. By the way, the title of my book, Dance of Values, contains an implicit quote by Ruyet, who stated, "La valeur ressemble une danse, non pas une statue." And we know how important statues were for Eisenstein. Most recently, an attempt of a revaluation of value has been undertaken by Brian Massumi in his new book, 99 Theses on the Revaluation of Value. To dissociate value as an irreducible quality from its quantitative understanding, Massumi introduces a method of processual ethics, like he calls it, which analyzes the field of capitalism beyond its system. Massumi calls this field the immanent outside of capitalism, and it allows for analyzing such operators of capitalism as affect, intensity, and other qualitative parameters, which, as I would like to show in the cycle of the conferences, for the case of Eisenstein notebooks, are of utmost importance for considering value as it plays out in the circulation of images. In contrast to Massumi's philosophical reconsideration of value, who rejects Marx's labor theory because it is still articulated in quantitative terms, my reading of Eisenstein's Capital aims at returning to the morphological basis of Marx's critique of political economy, so of his Capital, in order to connect value to another crucial concept, that of metamorphosis. So we know that metamorphosis was so important for Karl Marx and his Capital, but this concept came, as we know also, or was not exactly contemporary, but has previously been theorized by Johann Wolfgang von Goethe in his Metamorphosis of Plants.
So the interrelation between capital's continuous expansion and exhibition value as mediated through technology constitutes the central theme of Eisenstein's unfulfilled capital project. The planned adaptation of Karl Marx's Capital stands one of the most enigmatic projects in the history of cinema, like Ada just has shown it. The preparatory notes for the film, a 10-page excerpt of which was first published in 1974 by Noam Kleiman and Leonid Kozlov, and later translated for the October magazine, are still astonishing. So Eisenstein planned to use the Marxian magnum opus as a script while employing techniques inspired by James Joyce's Ulysses. A look into Eisenstein's Moscow archive and the more than 500 diary pages he dedicated to the Capital Project from October 1927 to November 1928 reveals the full scope of his plans. The setting of Capital develops as a visual introduction in the dialectical method. This is the quote of Eisenstein and what he repeatedly states in his notebooks. So these archival materials abound in images, or more precisely, these are richly collaged proto-cinematic sequences that transpose Marx's concept of value form, of dialectics, commodity and fetishism into a visual economy. So that's why the question of intensity and metamorphosis is crucial in this regard. So this proto-film, materially defined through its thematic and formal heterogeneity, as well as its nonlinear and provisory flow, functions as a visual theoretization of value. In this way, Eisenstein's Capital can be read as a position facing the fundamental crisis of the political medial situation, a present that, as I think, extends from its contemporary context to today. So in this diffuse language, which Eisenstein associated with the stream of consciousness of Ulysses, and later with the gestural archaic speech of Nikolai Mar's linguistic paleontology, Eisenstein saw the strongest critical and affective potential for the future cinema. The experimental research in sound film and the theory of intellectual attraction he devoted in these years echoed the same audacious attempt not to separate bodily effect from the conception and structure of thought. In this regard, the challenging question consists in how these levels of Eisenstein's moving visual morphology intersect with Marx's critique of political economy. So in order to understand this dynamic relation between sources and their transformations, between concrete aesthetic choices and their theoretical and political dimensions in Eisenstein's Capital, the cycle is broken in 4 sections. So today I would like mainly today the session today, the first one is entitled "The Crisis and the Exhibition Value," and I would like to unfold Capital's engagement with the contemporary situation, facing the rise of the fascist regimes, and Eisenstein's very intense reflection about this coming danger. So reading Eisenstein's contemporary project, The Glass House, I will try to derive some fundamental analogies of both projects, residing in an intense engagement with the new conditions of transparency and opacity of capitalist society. The notion of exhibition value from Benjamin's work of art essay, as well as Krakauer's analysis on the mass ornament, helped to grasp the political dimension of these aesthetic issues. Very briefly on the sources. So the main source for a reconstruction of Eisenstein's work on Capital are 3 unpublished convolutes from the Russian State Archive of Literature and Art, which I'd already mentioned. So Eisenstein's diaries from the years 1927 to 28 provide the first and most considerable source. These 3 notebooks contain over 500 pages of notes, images, press clips, collages, and other materials. The second convolute consists of Grigory Alexandrov's Eisenstein assistant and collaborator,
40-page notebook from October 1927 entitled Capital, which you can see here. So this notebook is not exactly in Eisenstein's archive, but is a part of Alexandrov's archive, which integrates quotations and press excerpts related to politics, faits divers, and reflections on advertisement. These were most probably collected under Eisenstein's very close supervision. The third source is a letter by the Marxist historian and later professor of American Studies, Alexei Yefimov, entitled Primitive Accumulation. In this letter, addressed to the Soviet Directorate for Cinema, on March 23, 1928, Yefimov suggests to produce a scientific film, as he writes, based mainly on Marx's Capital, written and conceived together with Eisenstein. So, in the introduction to the first publication of an excerpt from these materials, Noam Kleiman and Leonid Kozlov mention Eisenstein's interest in Capital as aiming at producing a concrete relation between the social and individual ideology and everyday life. So Eisenstein's goal of teaching the worker dialectical thinking was to be achieved less through a cinematographic illustration of Marx's economic and political concepts, but more through a visual expression of dialectical interrelations. So in this light, Eisenstein's diaries appear so interesting precisely because they do not describe or explain the future film, but instead bear an experimental and visual expression, so connecting images and producing new interrelations. And this is exactly this methodological point why we want to close read these materials. So his montage appear as dynamic and concrete traces of Capital. Okay, this just to introduce and to frame the archival body. Now I would like, so the lecture is split in two sections. The first one is dedicated to exhibition value, oriented or inspired by the concept of Walter Benjamin, and the second will unfold some thoughts on Glasshouse. The crisis of the democracy should be understood as a crisis of the conditions of exposition of the political man. This is how Walter Benjamin in 1935 describes the political consequences of the new medial regime in the age of technological reproducibility. Henceforth, the political question of representation would be determined by aesthetic conditions of presentation. In other words, what is at stake is the visibility of the political man, insofar as Benjamin argues that radio and film are changing not only the function of the professional actor, but equally the function of those who, like the politician, present themselves before this medium. Benjamin was not the first to draw an impetus for critical analysis from this relationship. 7 years before the work of art essay, Eisenstein assembled a composition in his notebook, elements of which surprisingly echo in Benjamin's thesis. Eisenstein constructs his argument out of three visual components. On the right, we see das Sportgesicht, the masked face of an American baseball player, Miss Catcher. On the left, an anti-capitalist poster of the Russian international Red Aid, Международная организация помощи борцам революции. Above them, Eisenstein places a cutout from the journal Soviet Art that addresses the interrelation of artistic techniques from different historical periods with their respective ideologies. This fragment calls forth the relation between the two heterogeneous images. I quote this passage pasted above both images. Not by chance did the artists of industrial capitalism work so passionately on landscape, then on still life, on the object, creating the style of the epoch, and transforming commodity into fetish. One cannot separate formal innovation, the formal ways of producing a new style, from the subject and the ideological content of art. So the mask over the sportsman's face corresponds with the swastika forming a prison. Help the prisoners of capital,
the poster implores. By showing in all its screaming ambivalence the same overexposition of the athlete that Benjamin describes, Eisenstein's argument functions not as an eloquent explanation, but as a concrete material construction, a selection of fragments brought into a constellation. Portrayed with the intensity of a close-up, the baseball player appears simultaneously as a star and as prisoner, a concrete consequence of mass mediatization and a singular agent of the mute and oppressed political man. The Hungarian art historian and political activist János Máza, whose article from Soviet Art Eisenstein quotes here above, emphasizes the historical continuum in which such bodily representations are inscribed. I quote the other part of the article now. Not by chance have the artists of the Renaissance experimented with the human body, with materials closely related to this body. The historical aim was to counter the schematism of the Middle Ages with the formal perfection, the vital apotheosis of the human individual. End of quote. So exhibiting formal perfection within this continuum, the relationship between the experimental achievements of the new arts and their technical conditions appear as dialectical. The latter facilitates the growth of capital and, by the way of expanding exhibition value, reinforces the fetishism of commodities. Benjamin's work of art essay focuses on the problem which appears as fundamental in Eisenstein's working diaries from the late 20s, the problem of exhibiting the political. Before Hitler emerged as a radiophonic, theatrical and even cinematographic phenomenon on the newsreels in Germany, the non-professional actors, tipage, already played their own role on the Soviet cinema screens. The crisis of the condition of exposition called for an active invention of alternative conditions, for a new politics of exhibition of the political man. The portrait of the first national star, Lola d'Avril, pasted on one of the previous pages of Eisenstein's notebooks, can be understood as such an attempt. Lola, the national star, was born in 1928, the year in which Eisenstein shot The General Line, a film whose intention was precisely to operate beyond the stars. Eisenstein comments this image by stating, I quote, "This is how Marfa Lapkina will look like," evoking the protagonist of The General Line. Indeed, one could even see a return of Lola d'Avril's accessoires in the helmet and glasses that Marfa wears in the final scene of Eisenstein's film. Whereas Lola, the star, appears as a decorative object, once again, Marfa, the non-professional actor, the peasant, acts as an emancipatory force on both on political and a sexual plane. The means of capitalist representation are thus refunctioned into a kind of empowerment. So exhibition value appears as an eminently political relation under the new conditions of the technological reproducibility, between visibility and invisibility, transparency and opacity. In this way, exhibition value transforms the work of art into a cluster with entirely new functions. Again, a quote of Walter Benjamin, Gebilde mit ganz neuen Funktionen. According to Benjamin, these functions consist not only of revealing the religious parameters of political representation, but also in revealing the magical parameters of the artistic image. The visual mediation of the political is at the core of the following arrangement in Eisenstein's working diary. On an image cut out from Рабочая газета, workers' newspaper, dated March 5, 1928, a series of portraits is displayed in the form of an arc. Moscow's iron workers who have won the bounds of Рабочая газета, comments the inscription. The names of the workers are followed by the names of the factories they work in. And Eisenstein places a comment beneath, it's handwritten, I quote, "Such a pity not to have the program of review ready to hand, where the stars are displayed on a fan."
I would paste them as pendant to this wheel, and commenting on the bourgeoisie would be unnecessary. So Eisenstein's remark turns the exhibition value into a process where the political relations between the visible and the invisible are conditioned by the new modes of their mediation. What is more, the exhibition value derives here from a particular method capable of revealing new interrelations between different fields, between politics and spectacle, aesthetics and economy, art and labor, the crisis of visibility, and the potential for a critical knowledge about it. It is a method of immanent critique, a method which operates on the level of its objects. This allows Eisenstein to refrain from any comment, not because the words would not be necessary, but because the images themselves are given a voice to speak in face of the facts. This gesture implies an act of showing which spares explanation by intervening into the process and transforming its conditions of production at the same time. Thus, the operations on the pages of Eisenstein's notebooks embody what Benjamin would later demand of the author as producer. So not an authorial production of a unique work of art, but the transformations of the very conditions under which it is produced, like a kind of anti-information par excellence. It is precisely because the description of the author as producer, as Benjamin writes, must extend as far as the press, that Benjamin devotes so much attention to journalistic production. I will just skip the quote, but this text is really very important, I think, to the method of Eisenstein. It's called Autor als Produzent. So in other words, the challenge of the author as producer consists in transforming the very conditions of a certain form of authorship. Neither the consoling speech of propaganda, nor the concealing style of grand auteur. In this perspective, one may understand why Eisenstein places another press clip into his notebook from 1928. So these black and white images are copies from microfilms from the archive, but they come from the same archival body only. Yeah, I haven't yet made them from originals. So this time, this is not a star emerging in the spotlight of big screens or an imprisoned baseball player, but a seemingly marginal report entitled Characteristic Trifles from the Materials of the Revolution Museum. Характерные мелочи из материалов Музея революции. Its first page informs the reader that from all remarkable exhibits preserved at the Moscow Museum of the 1917 Revolution, the text pays attention only to those which could not yet enter the vitrines. So the focus is not so much on documents that bore witness to the glorious and heroic events of the revolution, but rather on those ominous or suspicious statements, on those traces and remainders they couldn't be simply sublated by the irreversible course of the historical moment. I quote the article. The museum preserves a number of badges with crucified weapons, skulls, and highly patriotic inscriptions. There's even poems inscribed on them, such as the following. I quote the poem, which the article quotes. We will awake the sleepers from their sleep, and we will lead the legion to the fight. This insidious remnants of the old regime, forms of speech and emblems of monarchy, persist in a form of spectral existence, revealing not only the inconsistency of the new symbolic order, but also the impossibility of any definitive transition to a new political present. Eisenstein highlights the following paragraph of the article with a frame. I quote, "In the days of February, everyone turned into a revolutionary, even the district center ispravniks. One of them addressed a telegram to the president of the parliament, saying," I quote this ispravnik, "Being a secret revolutionary since 23 years, I have a honor to salute your excellency." So kind of
absurdity. End of quote. Beyond their potential interest in the context of Eisenstein's contemporary film October, which commemorates, as you all know, the 10th anniversary of the revolution, what is the value of these characteristic trifles? What is their evidence as objects which are not only worth knowing, but also worth seeing? Appearing in closest proximity to such iconic evidences as the faces of celebrities which speak the language of the new ideology, these curiosities might seem worthless, amusing at best. And yet Eisenstein reads these documents of the epoch not only as monuments of post-February vulgarity, but also as specific witnesses of the position on the classlessness of the February event. In fact, these documents embody more than a failure of a historical event, the February Revolution. They stand like a symptom for all kinds of contradictions. Hidden in a place devoted to visibility and knowledge, the museum, they hide a complex and unredeemed latency. It is the curiosity of witnessing the past in an unfulfilled revolutionary present. In a later entry referring to October, Eisenstein emphasizes a necessary class character, klassovest, of the objects, which is why he argues one cannot simply, I quote, put crosses on the Komsomol's books, just as little as one can turn their folders into breviers. The conversion of the symbolic order affected by ideologies has to be seen dialectically. It has to be seen as a process of immanent contradiction, of resistances and latencies. In this sense, the series of disparate trifles placed in Eisenstein's notebooks resists any linear reading of history. What they reveal is rather the presence of anachronisms. Turning attention to these marginal phenomena, giving them visibility and voice, Eisenstein introduces them as eminent actors of history. Doing so, he transforms the technical level of historiography, which was also Benjamin's concern. History appears in Eisenstein's Capital not as a visible occurring of time, but as a complex process of reoccurring, a revolution in the very understanding of a punctual and irreversible historical event. And here I should probably also speak about the essay film. It is a notion which appears for the very first time in the cinema history, or let's say, as I know it, in Eisenstein's notebooks. An essay is written in French, so film essay, and this word essay has much to do with Eisenstein's emphasis, as he puts it, novelist approach to film script. So it is very important that Eisenstein himself thought a lot about how to publish, how to produce a film script, which would not be just a schema of scenes, but would have also literary quality. It's also a term by Benjamin. So I have to skip, unfortunately, this section to come to the very final section, but I think we will discuss about it in the next lecture, where the question will be about literature, Joyce, and different operations with fragments in Eisenstein's notebooks. So now I turn to the second part, the glass house. Still have a bit of time. Okay, so the process of revaluation through montage affected Eisenstein's work from the early 1927 to 1930 and beyond. Eisenstein understood montage not only as a relocation of an isolated fragment within a new structural relation, but more primarily as a potential for shifting the perspective, for producing a new visibility. The theoretical research on intellectual attractions and on the unlimited potentials of the dynamic square, another text by Eisenstein from this time, the cinematic effects beyond the shot and the tectonics of transparency in his film project The Glass House, witness an opening of the operational field of the cinema. These reflections in turn contribute to his contemporary elaboration of Capital.
Thus, the political function of the image was construed as a process of the most radical metamorphosis. One can say a drive for an alteration of forms, the potential for the visible itself rather than the object to change the point of view. And change the point of view is a quote from Eisenstein's notebooks, used also or written in English. It's very important, this polylinguistic character of these notebooks. Eisenstein conceived this dynamic fraction of vision in his film project The Glass House, a satire of bourgeois society whose action was to take place in a skyscraper made entirely out of glass. One can say a nightmare and a symphony of glass. The ideological tension between transparency and opacity in capitalist society had to be materialized in the most vertiginous formal experiment with the material glass. The inclusion within the frame of several actions and perspectives, their multiplication and dissection, and finally the realization of montage within these qualities of the material. And I would like to reference, but I quote it in my book. So Antonio Somaini's research on the Glass House, most recently with La Glass House de Sergei Eisenstein, a very beautiful book where you can find all the spectrum of materials I will show today, and with a much more consistent comment than I can give it. But yes, just as a parenthesis. So the idea for the film The Glass House occurred to Eisenstein while he was visiting Berlin in April 1926 for the premiere of Potemkin. The first note appeared only on January 13th, 1927, the day after he received an invitation from Douglas Fairbanks Corporation. And I quote Eisenstein, "Glass house, a skyscraper out of glass. Through its walls, a vision of America, ironically, like in Anatole France. The theme needs to be treated as a parody of Hollywood clichés, the real America. The reality as parodic element of the quasi-real Hollywood cliché." Oksana Bulgakova, another researcher, worked a lot on Glass House, rightly finds in Glass House a parody on ideological camps of capitalism versus socialism, and suggests that the project can therefore be read as a polemic answer to Fritz Lang's Metropolis, whose production Eisenstein had visited in Berlin. She argues that it can also, and even more so, be read as a cinematic answer to architectural utopias of transparency, as exemplified by the projects, for example, of Elie Sitzky, who you can see here, Bruno Taut, Frank Lloyd Wright, also very important for later analysis in Eisenstein's method, or Konstantin Melnikov in Moscow. Eisenstein's fascination for glass architectures and their dialectical and narrative potential expressed by cinematic means increased the complexity of the Glass House project, bringing it closest to such city poems like Molinari's Dynamik der Großstadt, or Ruttmann's Berlin, die Symphonie einer Großstadt, or Vertov's Человек с киноаппаратом. So, modulating the qualities of the glass, the film aimed to unfold the variety of modes and regimes of the gaze in contemporary society, from opacity and social indifference to the overall surveillance and control. Close to Vertov in Molinoge, the variation of formal, aesthetic, political and social elements conditioned and reflected the possibilities of the cinema, which played an active role in the acceleration, the sensuous experience and the social relation of the dynamics of the big city. So, but thus Eisenstein's theoretical and political understanding of montage, which he unfolds in the core of his project on Capital, seriously engages the question of exhibition value as issue that brings his visual introduction in the dialectical method in close proximity to works such as John Heartfield or Bertolt Brecht. An attempt of a parodic remontage and a critical reappropriation of capitalist environments, performing and exceeding the dream of visibility and transparency, was in fact the social order of Eisenstein's project.
Reading The Glass House against the background of his contemporary theoretical reflections, Antonio Someini emphasizes Eisenstein's attempt to rethink the way of representing space, an attempt of a radical transformation of the cinematographic space. What is striking about this shift is its crucial absence of the frame, of margins, which would define or limit the image from all sides. Someini follows the articulation of this labile image, an image able to reflect or to absorb the exteriority, to Eisenstein's dynamic understanding of the cinematographic screen, presented for the first time in his 1930 lecture in Hollywood. The screen becomes a protean surface. I quote Eisenstein, "The one and only form that is equally fit by alternatively suppressing right and left, up and down, to embrace all the multitude of expressive rectangles in the world. The dynamic square screen, that is to say, one providing in its dimensions the opportunity of impressing, in projection, with absolute candeur, every geometrically conceivable form of the picture limit." So you understand how important metamorphosis is for Eisenstein in both projects, not only in Capital, but also in Glass House and Dynamic Square. So Eisenstein's all-embracing interest in the metamorphic power of montage, which he methodologically analyzed beyond the shot and later as a rhythmic quality far beyond the cinema, was neither a mere theoretical obsession nor a naive belief in the universal principles of the image. His notes and drafts for The Glass House, which often overlap with notes for Capital, show the close epistemic and aesthetic interrelation of both projects. So we have many notes on Glass House integrated in Capital's archival body, and vice versa. Eisenstein mentions very much themes from Marx Capital, which enter Glass House. I give you only one quote, and then I will skip a little bit because we are a bit short on time. So for Capital, Eisenstein wrote in his so exactly, I think this is the Capital notebook. So here we are in the frame of Capital materials. For Capital, the problem of the frame will be of utmost importance. The ideology of univocal frame must be thoroughly reconsidered. How, I can't yet tell. Experimental work is needed. For that, it's madly necessary first to make the Glass House, in which the usual idea of the frame is turned upside down while the other conditions remain orthodox. What happens there to the frame is what happens to the structure of things in the Fragments of October and to the entire structure of Capital. In which way should the Glass House be understood as an experimental training for Capital? And why is it of an utmost importance to transform the univocity of the frame, to multiply its modes of use and to enlarge its effects, such that it is finally associated with the relational quality of the objects? The structure of the linkage in the experimental scenes remained in the final version of October. The evolution of the material glass from the concrete architectural basis to a protean agent, one that is able to reveal and reflect the power relations that are inherent in the regimes of the capitalist world, its transparency and opacity, establishes the link between Capital and the Glass House. So unfolding the whole action, the whole drama and comedy out of the latter, out of the varying qualities of the glass, was the goal for the Glass House. Eisenstein sees both the sphere of formal experimentation and the possibility of Marxist critique, which turns the Glass House finally into a model for Capital. One more quote. All experiments need to be intensified by new angles of view, concerning both the view and the interpretation. Défilé of American stars as a cliché. Make the people who act in the film appear pale beside the down-home people, the real men. So the variation of different states of the glass merges with the perception of shifting perspectives. The perception of the space, the appearance of its inhabitants, and the ideological significance of the action.
So Eisenstein aimed at carefully planned modulations of the perceptual apparatus itself, subjecting it to sudden shocks and aberrations, as evidenced in the following passage, as I will show. So this passage comes directly from the middle of, it is in the middle of his reflection on capital again. So, and that's why you see the glass house and the title. As a principle, in the beginning, the glass is perceived as a motivation for spectacular angles of view. Then, to adapt to the spectacle, to psychologize it, to enlarge the psychological expressivity according to the analogy, the hammer, an extended fist, the room, an enlarged jacket, etc. For example, a humiliated beau in front of a half circle of superiors is sinking deeper through the glass floor, one floor below. See the drawings on the previous page. So it's very interesting how there are self-reflexive remarks by Eisenstein who make echo to his own notes. And now the important thing. Later, when the motif of glass is totally forgotten, to confront violently with this motif. For example, a sudden driving a nail into a glass wall, etc. An effect of man, in this case the spectator, who is driving against the mirror, taking it for the extension of the corridor. That's very important, central, this violence which Eisenstein programs and implements into this glasshouse project, and this violence is connected to sensorial shocks, which were also very important for Walter Benjamin, as we know. So I will skip a little bit because we really need to discuss. We still have a bit of time. Still 10 minutes. 10 minutes, right. Yeah, because I have the final section. 1 second. Yeah, so the materialization of an abstract idea proved to be not simple, because Eisenstein wanted to also to think the material glass received as an idea. He wanted to think it in the Marxist way, to develop, as he states it, a series of Marxist principles, which are based on the material glass and its development, its historical development. But it didn't really work out. One sees in his notes. So the materialization of an abstract idea of the material glass proved to be not as simple. Several attempts to approach glass from a materialist perspective evidence this challenge. For example, Eisenstein's draft for a prologue, which ends in a self-referential parody, the history of the glass from the antique and stupid use, as I quote him, jewelry, glass pearls, glass lustre, monocle, to glass design, spaces of comptoir fort, glass cars, glass coffins, glass death carriages, glass furniture, glass wall, glass house. The materialist outline, which appears in the beginning, turns quickly into an excessive rhythmic chain of frames that tautologically reflect each other. The rhythmic repetition within a variation, the automation, even the act of exhibiting itself, provided not only a crucial motif for the glasshouse and capital, it traversed both projects as a medium in which the question of exhibition value received a most concrete articulation. The figuration of this motif, the figure in which the mechanical reproduction and the gesture of exhibition meet each other, can be found in a series of cabaret scenes with girls. In one of his early notes on the Glasshouse project, Eisenstein places a rather grotesque variété theater on the top floor of the house. In this theater, there is a pool with sea lions, like in Scala, he writes, with the girls. The pool explodes. And I quote him again, many sea lions and water, they're slipping downwards. So there is a kind of chaotic development of this variété theater as foreseen in the first draft.
In a further note, the girls appear again in a constellation with the cabaret and the sea lions. This time Eisenstein gives a source. This happened in Berlin, he writes, on the top to a troop of girls and Seelöwen, so sea lions. I read about it in BZ am Mittag during my visit in 1926. This vision is followed by a rather tragic and disturbing scene in which a drowning man is presented to the audience through the all-around glass walls. The spectators of the scene do not dare to open the door. They are afraid of the water steaming into their rooms. Like glass, the water changes its function from luxury and entertainment to opacity and danger. Someone hangs himself. We see him, the figure in the middle. After the suicide, the café with the pool is ironically called à la corde du pendu. In the café, and I quote Eisenstein, in the café on the rooftop, people are required to be naked rather than wearing tailcoat and evening dress. So the margins between exterior and interior spaces, between the public and the private, voyeurism and control are gradually abolished. The collage example on the girls pour le numéro de Pierrot, as Eisenstein puts it, is of particular interest. Eisenstein turns the woman's body into an exhibition machine and places the voyeur, Pierrot, or more precisely, his multiplied and grotesque reflection, in the center of his potential gaze, that is, on the girl, on the girl's body itself, the object of his desire. The whole construction turns out to be even more ambitious when one reads Eisenstein's instruction on the Technik des silbernen Vorhangs, which is placed just on the next page, the technique of the silver curtain. Eisenstein's drawing explains precisely the mechanism by means of which the curtain, made of two pieces of fabric fixed on the girl's arms, opens when the girl opens her arms. It reveals two figures of Pierrot, each of which is placed on one of her breasts. The show is framed by Eisenstein's Bildausschnitt, as he calls it, so in German, so the frame, a detail focusing on the identical bodies of two girls, each holding two Pierrots fixed on their breasts. After the detailed view, the whole number as such should be given, states the inscription or the instruction of Eisenstein. The show is accompanied by French folk song Au clair de la lune, as you see here on the right side, by the light of the moon. Although Eisenstein quotes only the first 4 lines, it's maybe interesting to see the whole first refrain or the first part of the song. And so in the weak moonlight, additionally emphasized on Eisenstein's drawing, the scene is suddenly illuminated by the automated opening of the curtain. The exhibited Pierrot poupée face the spectator uncannily, anticipating, embodying his gaze. This unsettling effect is reinforced by another remark on the director, another remark by Eisenstein. The technique of the silver curtain is to be contrasted with scenes of feeding mothers, durcheinander geschnitten, so disorderly montaged. The simultaneous vision of all perspectives as the key formal element of the glasshouse is thus turned into an all-around spectacle in which the eroticized body, the seduced spectator, and even the potential psychoanalytic reading of the same scene are presented simultaneously, revealed in one and same action. The episode with girls becomes not only the figuration of the new medial regime that fragments, reproduces, and projects the commodified body, it shows the turning point between the exhibited commodity and the exhibition as a totalized value of its own. At the same time, the scene increases the contradiction between the total exhibition and the invisibility of the political actor behind it. The experimental technique of the glasshouse consists in the sensuous staging of this totalized vision and the parodic exaggeration of this totality within the same action.
So the vertigo of changing points of view, the varying effect of the glass and their extension into the dynamic qualities of the frame bear that experience necessary for conceiving capital, as both projects share the same critical issue. No, this is the thesis. The importance of the cabaret and the girls placed on the top of the exhibition palace and involved in several parodic ironic scenes cannot be overestimated. They relate to what Siegfried Kracauer in 1927, the same year in which Eisenstein conceived Capital, described as a political figure of the mass ornament. The tension between the ornamental shape formed by a multitude of bodies and the extinction of each singular shape within this ornament, which Kracauer analyzes in the spectacle of the Tiller Girls, produces products of American destruction factories, as he puts it, appears in Eisenstein's automated cabaret scenes. For Kracauer, this conflict manifests itself in a pattern that organizes the spectacle of the masses while concealing the mechanism of its production for them. So this automated monstrous figure, as Kracauer calls it, conditions the exhibition and visibility to the degree that it functions in accordance with the principles of the exploitation of labor. Both obey the same rhythm. Probably this is a very famous quote from Siegfried Kracauer's Mass Ornament, which describes, gives the image of the mass ornament and calls it the static reflex of the rationality to which the prevailing economic systems aspire. Just to remind you. So for Kracauer, the geometry of human limbs, especially in terms of graphic and abstract expression of their movements, the motif to which Eisenstein lent his greatest attention in the notebooks for Capital, becomes an ambivalent figuration of the political, a mise en scène of disenchantment. In framing precisely identical parts of the show, Eisenstein mediates the spectacle, evoking the mass ornamental image. Thus, the conflicting montage of the feeding mothers interrupts the ornament. It breaks the continuum of the show, as do Eisenstein's montage for Capital, in which the images, gathered from magazines and newspapers, enter into new interrelations with one another and thereby express the political. They introduce a relational matrix in which the new form of collectivity finds an image commensurate to it. In this sense, Capital's notebook functions as an automated theater en miniature, a montage of scenes presented without comment that effects a critical demontage of mass-mediated ideological scenarios. And I enter now the conclusion. So framing the automated spectacle in a single image and subsequently showing the cabaret dancers in a series, as we can see here, and here. So Eisenstein draws a parallel between the cinematographic technique and the operation of the spectacle. At the same time, the critical potential of montage is rendered in its capacity of interruption, the breaking of the perspective, the changing of the viewpoint. The resultant breach breaks the totality. It interrupts not only the exhibition mechanism, dismantling its structure, but also exhibits the fragment, an actor in the chain, empowering it for an alternative action. The mass ornament, which for Kracauer reflects the entire contemporary situation, giving an image of the capitalist production process, reduces the individual to its, I quote Kracauer, task on the conveyor belt, its partial function without grasping the totality. In doing so, it abstracts the bodies from the action, the ornament from its bearers. The framing process that occurs in a sequence of the glass house, the framing gesture of its montage, involves an abstraction of a different kind. It is not the reign of the ornamental totality, but a sensuous shock induced by a detail of the action, an excess of the detail. And I will end with this image. Eisenstein experiments with such excessive and grotesque manipulation of detail
it is one of his sketches for the glass house. A figure of a voyeur multiplies across this page, assuming different positions and viewing angles. The figure's breasts are armed with spectacles, taking on the role of its eyes. This eroticized object of vision is the vision apparatus itself, driven and ad absurdum in different miniatures. Such comic variation of the detail, isolated as motif from a chain of the automated cabaret figures, exceeds any compositional totality by reflecting its mechanism within the same movement. In this uncanny theater, the breasts oscillate between their nourishing function and that of the vision machine, subjecting the figure to a perpetual metamorphosis, an infantile voyeur and its own object of desire in one body. So taking the self-reflecting and self-transforming mechanism as a model for both projects, the Glass House and Capital, provides an insight into its logic. The performative dimension of the images consists not only in showing, but also and more radically in destabilizing the gaze through sudden metamorphosis. In the Glass House project, the simultaneous vision of all perspectives functions to reverse power relations by engaging the visible in discomforting sensuous shock. In this labile process, images take a position, but not a stable or determinable one, but rather a dynamic one, resulting from Eisenstein's perpetual theater of relocation and remontage. In this sense, the process of metamorphosis is an eminently political one. So, in the Glass House and Capital, metamorphosis describes the very topology of exhibiting the political. It locates the exhibition value in an act of its perpetual relocation in changing the point of view. Thank you very much for your patience and Une question simplement pour préciser par rapport aux différents types de matériaux que tu nous as montrés, parce que tu nous as montré cette couverture du journal d'Alexandrov. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve exactement dans ce journal? Quel statut ça a par rapport à tout cet autre matériel qu'a Eisenstein? Comment Alexandrov lui-même traite du capital? Est-ce que lui aussi exprime des réflexions théoriques? Est-ce que c'est un suivi parce que comme il n'y a pas eu de tournage, Alexandrov qui était son assistant, enfin, quel était donc le statut de ce journal? Ah, merci. Alors, il est un peu difficile de dire exactement sur le statut, sur le rapport personnel autour de Glass House, je crois, mais ce que je peux juger à partir des documents, ce qui est très intéressant. Voilà, exactement. Donc, pour le Capital, pour le projet Capital, la grande différence entre les journaux d'Eisenstein et le journal Capital fait par Alexandrov, que le journal d'Alexandrov représente plutôt une collection, une véritable sorte d'archive des matériaux, de coupures de presse, sans commentaires, même très brefs. Il y a des petits commentaires, mais ils sont plutôt des locations, les inscriptions, les légendes, ou des listes, des articles encore à trouver, ou des phénomènes. Par exemple, pour la guerre, il y a un thème très intéressant, la réévaluation des objets et leur transformation au cours de la guerre. Que le même objet, les mêmes objets d'usage, ou les armes, ou les valeurs changent complètement ou sont traitées de manière complètement différente s'il y a la guerre. Et par exemple, il y a toute une liste des actions presque absurdes. Par exemple, on détruit les biens, on détruit les armes pour que l'ennemi ne les a pas, par exemple. Il y a d'autres exemples où les objets sont détruits ou renversés complètement dans leur fonction d'usage, justement parce qu'il y a la guerre. Donc il y a ces listes très intéressantes, mais c'est peut-être la seule analogie très, très forte avec Eisenstein, parce qu'il y a aussi ces listes, ces réflexions sans commentaire, mais les réflexions donnent déjà un commentaire, comme même lointain, donc un montage qui est
Mais j'imagine que dans les matériaux après d'Eisenstein, on va trouver bien sûr des références aux matériaux qu'Alexandrov a collectés, où Eisenstein va parler des mêmes exemples. Parce que ce serait évidemment très intéressant de croiser ces différents documents. Oui, tout à fait. Donc, oui. Ça m'intéresse. Je ne vais pas du tout monopoliser la parole parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions, mais aujourd'hui, tu as beaucoup parlé de cette valeur d'exposition entendue notamment avec le régime visuel. Mais c'est vrai que, par exemple, lorsque tu es revenu sur ce projet Glasshouse et avec tous ces exemples qui se multiplient à l'excès de vers, ça devient cette litanie rythmique. Tu as d'ailleurs utilisé toi-même ce terme de rythme. Est-ce qu'on trouve des considérations aussi sur le son ? Parce qu'Eisenstein est quand même en train déjà de réfléchir beaucoup au cinéma sonore. Est-ce qu'on trouve aussi des réflexions sur des stratégies, justement, pour contourner ces écueils d'extrême visibilité parce que c'est aussi la question, voilà, l'exposition politique. Tu as parlé au début, c'est l'orateur. Donc il y a toute cette question du son, du pouvoir, du rythme, pour générer peut-être cet ornement de la masse dont tu parlais. Donc, est-ce que dans Glasshouse ou dans Capital, on trouve aussi des considérations Oui, c'est très, très intéressant parce qu'en même temps, effectivement, plutôt à la fin 1928, il y a toute une réflexion, toute une recherche sur le film sonore qui débute dans un projet aussi assez aventuriste. Eisenstein veut inviter Leonid Termen. C'est un musicien, physicien, expérimentateur, inventeur qui a inventé Termen. C'est un instrument où on joue avec le geste, où le geste dans un champ magnétique produit un son qu'on a plus tard, que les Américains surtout plus tard utilisé pour... Après la guerre, on utilisait pour signaler l'arrivée des extraterrestres, donc, mais que vous connaissez tous, je crois. Donc, voilà, donc Eisenstein réfléchit sur une collaboration avec Termen pour faire des premières expériences avec le son. Et une partie, il y a même une mention à la fin du 3e journal, parce que ces corpus sont aussi définissent un temps. À la fin du 3e journal, il mentionne Termen, juste trouver plus de matériaux sur ça. Mais il n'y a jamais vraiment, il ne parle jamais directement du film sonore dans les journaux de Capital, ou que Capital sera, par exemple, intégrera des expériences sur le son. Par contre, si je peux interpréter un peu cette constellation entre Karl Marx et Joyce, et le monologue intérieur implique un son peut-être moins évident, qui ressemble moins à une sonorisation, une sorte d'illustration d'une image par un son, évidemment, mais c'est une pensée, c'est une voix qui n'est pas audible, mais une voix où la pensée les images de toutes sortes, psychiques, mentales, etc., interagissent l'une avec l'autre. Et donc sur ça, on pourrait penser que cette constellation entre Capital comme, comme une voix, une histoire générale, une économie, et le plus intime qui surgissent dans Joyce, dans le livre de Joyce, ça fait une constellation intéressante sur cette question. Oui, qu'on reverra lors de la deuxième séance. Mais c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup parce que, surtout par rapport à ce matériau du verre, si Eisenstein est dans cette perspective matérialiste dans tous les sens du terme, on imaginerait ce désir aussi d'aller dans le son concret, et surtout qu'on sait qu'il prévoyait de sonoriser la ligne générale, et que pour la ligne générale, il y avait vraiment des notes pour des expérimentations sonores extrêmement liées aux matières qu'on frotte, sur lesquelles on crisse. Donc, je me serais attendue à avoir des considérations de ce type dans ces corpus. Mais c'est intéressant. Il faut que peut-être on revoie ensemble les dernières pages de Capital, où la ligne générale, justement, apparaît de manière très active.
Merci beaucoup, Elena. C'était très, très riche et je suis sûr que ça va s'enrichir encore plus au fur des 4 séances. Je voulais te poser une question à propos d'une phrase que tu as citée à un certain moment, tirée des cahiers d'Eisenstein, date 18 avril 1928. Tu l'as citée en anglais. What happens to the frame in Glass House is what happens to the structure of things in the fragments of October. Et je n'ai pas compris exactement à quoi il se réfère avec ce Fragments of October. Est-ce qu'il s'agit de la séquence des dieux? Est-ce qu'il s'agit de la structure, du statut des objets dans l'ensemble du film? À quoi se réfère-t-il exactement? Oui, merci beaucoup. Ça pourrait ouvrir tout un chapitre, Antonio, cette question, bien sûr. C'est aussi un objet d'interprétation parce que la citation, je n'ai rien caché d'explicatif d'Eisenstein. Cette idée, elle finit presque après la citation, donc il n'y a pas d'explication qu'Eisenstein donne lui-même. Qu'est-ce que c'est la structure des choses, la structure des objets dans le film Вещи, structura вещи. Вещи, c'est un concept très important aussi pour différents cercles d'avant-garde russe. Mais ce que je dirais, en partant de ces textes sur Octobre, textes contemporains, mais aussi le corpus du Capital, et ce qu'on voit dans la séquence des dieux, c'est une démarche anti-essentialiste de l'image, ainsi que anti-essentialiste des objets, comme on peut voir dans plusieurs séquences d'Octobre, et comme on peut voir, je trouve, pour le cas de l'image dans Glass House. Donc, l'image n'est pas, l'image n'est pas ce qu'elle montre, comme le Dieu n'est pas ce qu'il est, et ce qu'après il développe dans une sorte de critique très très forte à la notion du symbole et la représentation du Lénine, que Lénine n'est pas pétrifié dans une image ni dans une pierre. C'est une démarche très intéressante et forte contre le culte qui naît à cette époque. Donc je crois que ce qui arrive à ce renversement of the frame in Glass House, l'image, à la conception même du cadre, c'est ceux qui pensent paralyser avec mettre en parallèle avec cette conception des objets, je dirais, mais même des images dans le film Octobre. Et je vais parler de ça dans la 3e séance, où il y aura question de cette théorie qui développe, de poser la valeur symbolique, le symbole, à un signe. Et le signe, il est dynamique. Il est dynamique, il n'est pas... le contenu et la forme, disons, ne sont pas stables. Ils sont complètement, disons, ils sont pas essentialistes, pas de manière. C'est pas un modèle anti-représentationnel, je dirais. Mais est-ce qu'il pourrait se référer au fait aussi que dans la séquence des dieux, il y a effectivement ce changement de point de vue dont il parle à plusieurs reprises dans les notes sur Glass House, c'est-à-dire cette Absolument. Déstabilisation du cadre, donc cette mise en mouvement à travers une forme d'étrangisation produite par le changement de point de vue. Ça pourrait être une des pistes. Oui, tout à fait. Donc, change the point of view, c'est exactement ce qui arrive après aux choses d'Octobre, aux dieux, etc. Oui, je dirais. Mais... Merci Elena. Juste une petite question par rapport au projet de Glass House. Comment tu penses de l'intégrer, de les monter dans ton projet, sur ta publication sur les capitales, c'est-à-dire aussi au niveau visuel, parce que ça c'est un grand défi, j'imagine, en fait, comme essayer d'intégrer, de faire dialoguer les deux projets, disons, tout en restant sur ton sujet, que c'est les capitales, en fait. Oui, disons... mon but, c'était de me réduire au niveau des images. Peut-être je peux montrer justement les... voilà, je commence déjà à répondre, donc je voulais me réduire pour le livre seulement au corpus sur le Capital. Donc ce sera, je ne vais pas inclure, pas essayer de ne pas inclure d'autres images, mais je ne sais pas. Donc la réflexion sur Glass House, c'est pas un autre projet.
c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est pas un autre projet qui est complètement situé ailleurs, mais c'est les citations que j'ai montrées. Disons, les citations eux-mêmes, ils se trouvent... ils migrent, ils voyagent d'un corpus à l'autre, donc il y a un bout de corpus, pas moitié, mais un bout de corpus de Glasshouse dans Capital et vice versa. Donc voilà, mais l'idée pour ce livre, pour cette analyse, c'était vraiment de se concentrer uniquement sur les matériaux de Capital, qui sont déjà assez riches, et justement parce qu'ils sont russes, ils sont très... en plusieurs langues, ils sont très très riches, et on a établi avec Uliana Buchenkova, qui travaille avec moi sur le côté du design, on a établi une sorte de tentative de traduction et de rendre aussi la structure graphique de ces images, en même temps de cette traduction, de la rendre lisible sur ces pages. Donc je crois qu'il y aura seulement, ces doubles pages, ce sera seulement les pages de Capital, tandis qu'il y aura peut-être un ou deux dessins de Glasshouse, je ne sais pas encore, mais j'y réfléchis. Voilà, cette page que j'ai montrée, vous voyez la traduction sur le côté gauche. Donc c'est juste pour donner un aperçu comment le livre, sachant que c'est aussi une série, donc Diaphanes a cette série qui s'appelle Penser l'art, Think Art, et il y a certaines restrictions par rapport à la taille du livre, par rapport à la fonte, etc. Donc il y a déjà une sorte de liberté qui est ici ouverte, liberté de jeu.